Elle a commencé son chemin spirituel il y a 20 ans. Elle est formatrice en bioénergie et en sonothérapie. Elle est numérologue. Voici Audrey Besson. Bonjour Audrey, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à la petite présentation que j'ai faite, qui est vraiment succincte? Eh bien, écoute, déjà, bonjour à toi également. Je suis très contente d'être là. Alors, moi, ce qui me porte vraiment dans l'énergétique depuis que j'ai commencé, c'est ce caractère, et que j'aimerais développer par la suite, ce caractère vraiment vibratoire. La vibration de l'énergie, la vibration de notre cœur, la vibration des rencontres. Et cette vibration qui me porte aussi, moi, depuis 20 ans sur ce chemin spirituel. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire ce que représentent pour toi les énergies subtiles? Alors, les énergies subtiles, pour moi, ça représente déjà tout ce qui nous entoure et ce qui nous compose. Par ces énergies subtiles, j'entends vraiment ce qui nous définit et l'environnement dans lequel on évolue. Pour moi, tout ça, ce sont des énergies subtiles. Et grâce à ces énergies, on va pouvoir partager, se connecter aux autres, à notre environnement, à nous-mêmes. Et dans ces énergies subtiles, il va se passer des messages, des sensations, des vibrations avec lesquelles on va pouvoir évoluer. Quand tu dis, ce sont des choses que tu entends, que tu ressens. Euh, Alors pour moi, ça va dépendre du canal de perception de chacun. Je pense qu'on a une sensibilité qui est vraiment unique, propre à chacun, et on distingue en énergétique différents canaux de perception, que ça soit auditif pour des personnes qui vont plutôt entendre les messages, entendre leur environnement, que ce soit visuel pour des personnes qui vont les voir, ou kinesthésique, par exemple, pour moi, qui suis portée plutôt à le ressentir par mon corps, voilà, par tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. et est-ce que tu le ressens dans des endroits particuliers? Tu peux nous donner des exemples? Oui, alors on peut le sentir. Je prends un exemple positif et un exemple un peu plus négatif. Dans le positif, lorsque par exemple je me promène dans la forêt, j'ai la chance d'habiter juste à côté de la forêt, ce qui est vraiment très agréable. Et ben, il y a des moments, des endroits où je vais sentir que la vibration est différente, l'environnement est différent. Peut-être que je vais sentir un courant d'air froid sur mon corps ou au contraire une chaleur très enveloppante, comme si on m'amenait un plaid derrière et qu'on me coucounait. Et puis à l'inverse, si je dois me rendre par exemple chez des personnes, une famille qui va vivre une période douloureuse avec beaucoup de colère, ben, je vais rentrer, je vais sentir comme un bouclier qui vient m'impacter, comme si on me repoussait de toute cette colère finalement qui a été distribuée dans l'environnement, dans le contexte, dans la maisonnée, et qui pourrait m'atteindre en me disant, attention, stop, là, il y a une énergie qui est un petit peu plus lourde, plus chargée et que moi, je vais avoir du mal à passer. Et cette énergie plus lourde, plus chargée, elle est dans quelle partie de ton corps? Ça vibre, ça résonne? Qu'est-ce qui se passe? Hmm, Ça va dépendre. Pour moi, ça va plus être en termes également de température. C'est-à-dire que quelque chose de plutôt positif, une énergie agréable, elle va m'apporter beaucoup de chaleur, là où au contraire, une énergie beaucoup plus froide, un environnement où même j'ai froid alors qu'il fait 25 degrés dans la pièce, témoigne pour moi d'une énergie soit lourde, soit carrément d'un vide énergétique, comme si l'âme finalement de l'endroit avait disparu. Là, tu cites une situation où tu vas dans une maisonnée avec de la colère, mais les gens sont présents ou est-ce que c'est pour travailler sur les personnes, les entités décédées et qui sont présentes? Je ne fais pas bien la différence. Alors,
il y a ce qui va émaner des personnes et l'énergie qu'on appelle résiduelle qui va rester dans les lieux à la suite quand les personnes sont plus là. C'est comme si dans notre énergie à nous, comme si cette colère, elle créait des petits moutons de poussière et ces moutons de poussière, au bout d'un moment, eh ben, ils vont venir stagner dans les coins des pièces, dans je sais pas, par exemple à l'étage ou dans des endroits où il y aura eu beaucoup d'énervement, de colère. Souvent, quand je me déplace à domicile, c'est parce que les personnes sont venues, par exemple, me consulter en cabinet, que je me suis rendu compte dans leur énergie qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'on fait un rééquilibrage énergétique, puis qu'elles reviennent 15 jours après, et c'est exactement pareil. Et là, souvent, ce qui s'est passé, c'est que le lieu même dans lequel elles vivent, eh ben, il est un peu pollué de tout ça. Et du coup, c'est important d'aller travailler également sur le lieu de vie pour que la personne puisse rentrer après dans un lieu qui est sain pour elle. Du coup, on n'est jamais coupé en fait de notre environnement, dans notre énergie. On est impacté par l'environnement, mais on renvoie également des choses dans l'environnement et tout ça est en perpétuel mouvement. Donc, si on va, par exemple, faire des séances énergétiques pour se rééquilibrer, pour être mieux, mais qu'on revient dans un environnement pollué, bah, l'environnement, au bout d'un moment, il va nous repolluer. À l'inverse, si nous, enfin, on émane d'une mauvaise énergie dans un environnement qui au départ était sain, bah, l'environnement va s'impacter en fait de cette énergie-là. Tout est en fait continuellement en mouvement et c'est à nous aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de définir les énergies subtiles à l'intérieur et autour de nous parce qu'on est toujours en symbiose avec notre environnement et avec ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et le lieu même, l'énergie du lieu en dehors des personnes, peut aussi émettre des choses. Est-ce que tu as Tout à fait de la fait. géobiologie? Alors non, moi pour le coup, je me suis vraiment concentrée sur l'être humain. Je crois que je commanderai dans une prochaine vie toute la connaissance de la géobiologie qui est pour moi un domaine passionnant mais tellement vaste. Et du coup, voilà, moi je me suis plutôt concentrée sur les humains et les animaux. Il peut m'arriver de faire, j'ai quelques approches dans l'environnement, mais je suis vraiment spécialisée sur la- le- l'être vivant, on va dire, même si l'environnement peut parfois être vivant, mais en tout cas, humain-animaux. Et donc, quand tu interviens dans ces maisons et que tu vois je sais pas comment on pourrait dire, cet engrammage de poussière ou ces tas de poussière, tu travailles par la pensée, tu travailles avec les gens, comment ça se passe? Alors, moi, je travaille du coup beaucoup avec la vibration, avec le son notamment, donc avec les bols tibétains, tambours. Il peut y m'arriver d'utiliser aussi d'autres sons en fonction des besoins, que sont par exemple le carillon ou le handpan ou enfin voilà ou les tingsha. Je me suis rendu compte en fait que le son faisait partie des techniques de nettoyage par dispersion. C'est-à-dire que ces amas, ces petites pelotes-là, eh ben, le son, il va venir les percuter et puis les remettre après dans l'énergie en mouvement qui va s'occuper de le nettoyer. Donc pour ça, ben, je vais faire le tour des lieux, par exemple, et puis je vais jouer à certains endroits de la pièce qui me semblent chargés pour remettre tout ça en mouvement et permettre à ce que cette énergie stagnante ne vienne plus polluer les gens qui y vivent. Et est-ce que les gens vont jouer du bol ou est-ce que tu vas leur transmettre des choses ou il n'y a que toi Oui. qui interviens? Ah Comment non, ça se non, non, passe? ils peuvent, au contraire. Non, non, tout le monde peut le faire. Et je prends souvent la comparaison d'une pièce où quelqu'un joue de la musique dedans, s'il y a un musicien à la maison, elle a toujours une vibration un peu magique qui lui est propre. En fait, moi, j'interviens avec les bols, le tambour et tout, parce que c'est des instruments qui me parlent, mais on peut très bien faire la même chose avec une harpe, une guitare, un piano. Enfin, voilà. Si des gens ont l'âme musicienne, au contraire, moi, je leur montre comment faire et le but, c'est qu'ils puissent être autonomes par la suite. Et tu as eu déjà ce genre de situation où à la fois tu intervenais sur le lieu avec tes bols finalement il y avait une continuité de la part de la personne ou des personnes pour jouer de leur propre instrument. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur retour. Est-ce qu'elles t'en ont parlé, ces personnes? Comment ça s'est passé pour elles? Alors oui, tout à fait. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont, une fois que moi j'interviens déjà pour faire un bon nettoyage, et puis après, je leur montre les gestes.
Une fois que le nettoyage est fait, souvent elles vont sentir, elles vont percevoir ces énergies du lieu qui vont être différentes. Elles vont se sentir plus apaisées. Elles vont me dire, par exemple, le soir même, ah bah tiens, ça n'a pas crié à la maison ce soir, les enfants étaient plus calmes en rentrant. Et comme elles perçoivent cette différence, bah, elles vont avoir forcément envie de reproduire cette chose-là. Donc en général, quand elles sentent que la maisonnée commence à avoir un petit peu de tension ou à se sentir un peu plus lourd, et ben du coup, spontanément, elles vont le refaire pour retrouver cet état beaucoup plus serein. Quand je t'entends, il y a des lieux forcément vides dans lesquels tu vas. Comment ça se passe? Alors, quand un lieu est vide, alors soit il y a la nature, comme tu disais tout à l'heure, du terrain, de l'environnement, qui là relève de la géobiologie. En général, je conseille du coup d'aller consulter un géobiologue. Mais parfois, on a des pièces de vide, des lieux qui peuvent être un peu vides, tout simplement parce qu'ils ne sont pas occupés. On peut avoir par exemple une chambre d'amis chez soi dans laquelle on reçoit des amis, je ne sais pas, qu'une fois par mois. Et quand on y vient, on sent qu'elle manque d'âme. Jouer d'un instrument de musique, elle peut aussi nourrir en fait ce lieu-là. Moi, j'aime bien, notamment par exemple, lorsque je m'absente 3 semaines, un mois en août pour mes vacances, revenir une journée avant de reprendre et rejouer des instruments de musique dans ma pièce de consultation pour ramener de la vie, pour renourrir le lieu qui s'est un petit peu appauvri du fait que ben, personne n'y habitait pendant 3 semaines, un mois. Donc ça veut dire qu'une pièce qui est vide pendant un certain temps, son énergie va baisser? Oui, tout à fait. Comme je dis, hein, c'est aussi nous, ce qu'on dégage, que notre lien avec notre environnement, notre symbiose avec l'énergie autour, qui va nourrir finalement et l'environnement et nous-mêmes. Donc si une pièce ou même une maison n'a pas été habitée pendant 1 an et demi, 2 ans, bah, elle va manquer de vie et elle va avoir besoin qu'on la renourrisse de cette symbiose entre les deux. Et donc, si un lieu est vide pour plein de raisons, et comme tu viens de le citer, pendant un an ou deux, et que l'énergie baisse, est-ce que ça pourrait éventuellement présupposer le fait que d'autres énergies viennent s'installer? Alors ça peut. Euh, Tu penses à quoi en particulier? Alors, bon, dans mon métier de géobiologue, en général, euh, si je constate un lieu qui est, par exemple, que je pense à un lieu en particulier dont le salon était croisé par un réseau, ce qu'on appelle un Curie négatif. Ok, Le réseau Curie, c'est le métal fer. Et ce métal est présent aussi dans notre sang. Et dès l'instant qu'il a une énergie positive, il va surtout stimuler notre chakra racine et notre deuxième chakra. ok. Mais si cette cloison est négative, elle va plutôt avoir tendance, le corps va plutôt avoir tendance à être aspiré, c'est-à-dire que son énergie est aspirée dans le sol. Et pour peu que les personnes présentes ou que le lieu soit vide, ce réseau fonctionne toujours. L'énergie de ce réseau fonctionne toujours. Et un Curie négatif, ça va abaisser fortement l'énergie du lieu. Et donc, pour peu qu'il y ait des âmes en peine qui soient à la recherche d'un lieu qui vibre sur leur niveau vibratoire, donc plutôt sur des basses fréquences, ben, elles vont se dire chouette, HLM gratuit, on Mhm. rentre et on s'installe. Ok. Alors ça, c'est des énergies qui passent, mais aussi il peut s'être passé, et là je fais allusion vraiment à un cas très concret, d'une situation extrêmement violente qui s'est passée dans ce salon-là. Et donc, la personne, malheureusement, est décédée à cet endroit-là. Et donc, bah, cette âme en peine, pour peu qu'elle n'ait pas compris ce qui lui arrivait, reste là. Mhm. Et si l'énergie du lieu est franchement négative, ben, cette âme en peine est, je ne veux pas dire confortable parce que bien évidemment elle est en peine, mais c'est une sorte d'adéquation entre où je peux être et là, finalement, c'est pas si mal. Mhm. Donc, Ok. quand je te pose la question du lieu, c'est aussi
Est-ce qu'il n'y a pas par hasard, dans ton expérience et dans ta pratique, tu t'es pas retrouvé face à des lieux où bah, finalement le lieu était bas et ça a permis ou ça a offert l'opportunité à des âmes en peine de s'y installer? Mhm. Ok. Oui, ça m'est déjà arrivé sur un lieu où une personne avait acheté une maison, en fait, une vieille maison en pierre qui n'avait pas été habitée depuis plusieurs années. Et il y avait du monde qui s'y était installé à l'intérieur. Euh, Elle l'a vécu. Alors au départ, ça a été assez particulier à traiter parce que du coup, on a recherché un petit peu l'historique de la maison, de comprendre ce qui s'y était passé aussi. En fait, il faut savoir qu'elle était sur un lieu sur lequel il y a eu des combats au moment des guerres et pour lequel l'énergie, du coup, il y avait pas mal d'âmes en peine qui traînaient dans le coin qui se sont rattachés à cette maison, hein, par les vieilles pierres aussi qui la comportaient. Et là, dans ces cas-là, on a fait le choix parce que je fais toujours un nettoyage ou un accompagnement en fonction aussi de ce que la personne ressent et de ce dont elle a besoin ou se sent capable. C'est important pour moi de veiller à ce que tout se passe bien, autant pour les âmes en peine que pour les personnes vivantes et incarnées qui y habitent. Et là, la maison était tellement grande et la personne vivait seule qu'on a décidé qu'elle a voulu, elle, dédier une seule pièce à ces âmes en peine-là pour qu'elles puissent être que dans cette pièce et qu'elle lui laisse la place dans tout le reste de la maison. Le temps que elle parte soit elle-même du lieu, soit qu'elle monte, soit que la relation se passe différemment. Et ça a été très bien pour elle et pour tout le monde, et ça se passe toujours très bien. Elle a gardé sa maison et la maison reprend vie petit à petit au fur et à mesure des années, de tout ce qu'elle y amène, de tout ce qu'elle a effectué aussi comme changement, et elle n'est plus du tout embêtée, en tout cas par ces âmes en peine. Mais les âmes en peine sont toujours présentes. Alors, je pense, elle en ressent moins. Donc, je pense que l'élévation de la vibration d'elle et de la maison a fait que du coup, il y en a moins. Euh, il y a encore certaines manifestations qui se font, mais en tout cas beaucoup moins qu'avant et de façon extrêmement moins envahissante. Et toi, quand tu ressens ou quand tu as cette intuition qui a ces présences, est-ce que tu le dis? Comment tu t'y prends? Parce que c'est pas si évident à dire à des gens qui n'ont pas forcément soit cette ouverture, qui ont peur. Alors, le plus difficile, c'est pas forcément de le dire à des gens qui n'ont pas cette ouverture, parce que finalement, quand ils viennent consulter ou quand on leur a dit ou quand il se passe des choses, il y a un petit fond d'eux qui le savent. Le plus difficile, c'est de gérer des personnes qui ont peur, parce qu'effectivement, c'est pas évident de vivre des manifestations de cet ordre-là. Et du coup, moi, souvent, ce que je leur apprends, c'est des techniques de protection pour eux-mêmes pour qu'ils puissent ne pas se sentir envahis lorsqu'il se passe ces manifestations, en tout cas le temps que le nettoyage du lieu ou les modifications puissent se faire, pour pas qu'ils se sentent seuls, envahis, gênés et tout ça. À partir du moment où on comprend qu'on peut avoir euh, une bonne armure, des bonnes techniques pour se sentir protégé et que ça fonctionne, les personnes reprennent confiance et ne vivent plus du coup dans ce sentiment de peur-là. D'accord, je comprends. Est-ce que tu peux parler en quelques mots, mais Bien sans sûr. déflorer tes secrets, Alors euh, non, de, de, de ta pratique de protection, parce que j'imagine que ça doit intéresser le public. Alors, il n'y a pas énormément de secrets. Le secret va résider souvent dans la bonne mise en place de ces choses-là. Il y a notamment la bulle de protection dont on parle beaucoup, mais qui, pour moi, par expérience, est sous-exploitée et mal enseignée. Parce qu'une bulle de protection, lorsqu'on apprend à bien la faire dans la situation qu'on veut, avec l'implication que l'on a envie d'avoir, elle fonctionne extrêmement bien. Et puis, on peut venir la soutenir avec du travail au gros sel, par exemple, du travail aussi avec des pierres en lithothérapie,
On peut venir travailler aussi tout ce qui peut être nettoyage pour soi, avec certains types d'encens, en particulier du nettoyage, ne serait-ce qu'avec de l'eau et du sel, dans un grand bain ou à la mer, si on a la chance d'habiter à côté. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui peuvent être mises en place. Mais un des travaux vraiment que je fais avec les personnes qui viennent me consulter, c'est apprendre à mettre une bulle de protection, qu'elle soit efficace et qu'elle ne dépende pas de leur énergie. Parce que si on essaie de mettre une bulle de protection en la nourrissant que de notre énergie, bah, on ne peut pas la tenir très longtemps et on est complètement vidé à la fin de la journée. Donc, c'est apprendre aussi à capter de l'énergie autour pour pouvoir nourrir cette bulle de protection et la positionner et la mettre comme on en a envie et comme on en a besoin. Et là, tu fais allusion à des guides, des protecteurs. On peut, alors là, ça va dépendre des croyances de chacun. Moi, j'ai pas, je me rattache pas à une pensée particulière. Je pars du principe que si on a des choses qui nous parlent, le pouvoir de l'attention va de toute façon être très puissant. Donc, je marche avec les croyances de chacun. Il y a des personnes qui vont le faire par eux-mêmes, il y a des personnes qui vont se sentir extrêmement connectées, par exemple, à la terre ou au ciel et qui vont se nourrir de ça. Il y a des gens qui vont être connectés à leur guide, en qui ils ont confiance et pour lesquels ils ressentent la présence. Et puis il y a des personnes qui sont aussi croyantes et qui vont parler aux anges, parler à Dieu. Et là, c'est propre à chacun. Dans ce que tu viens de dire, tu cites un mot qui me semble très important et qui, de mon point de vue, mériterait précision, c'est l'intention. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, pour moi, l'intention, c'est vraiment la pensée qui vient du cœur. C'est c'est vraiment mettre son envie, sa volonté dans quelque chose qui nous porte et qui vient du cœur. Et ça potentialise tout pour ma part. C'est vraiment de se dire, j'ai par exemple, je reprends l'histoire de la bulle de protection, euh, j'ai l'intention de créer cette bulle pour me protéger, mais en toute bienveillance pour mon entourage. Si je la crée avec cette intention-là, qui part vraiment du cœur et pas parce que je l'ai lu dans un livre et qu'on m'a dit qu'il fallait faire ça, que ça vient vraiment ça vibre avec le cœur, et ben la bulle de protection et l'énergie que l'on déploie et que l'on transforme autour de nous va être beaucoup plus puissante que si on fait un truc mécaniquement sans avoir ce pouvoir de l'intention. On a cette chakra, tu parles du cœur, mais est-ce qu'on pourrait créer cette bulle d'intention avec un autre niveau énergétique? Et pourquoi le cœur? Alors, quand je parle du message du cœur, c'est souvent parce que les personnes comprennent mieux que certains qui n'ont pas forcément cette notion de chakra. Donc, avoir ce petit message du cœur, c'est aussi le différencier avec le petit message juste cérébral. Ça, c'est important pour moi. Maintenant, le cœur, dans nos 7 chakras, il faut savoir que c'est le chakra du milieu. C'est celui qui fait le lien entre nos 3 chakras inférieurs et nos 3 chakras supérieurs. Les 3 chakras inférieurs qui sont beaucoup plus dans le matériel et dans le concret, et les 3 chakras supérieurs qui sont plus dans le spirituel et sur les croyances et les pensées. Je trouve ça très beau, moi, de se dire que c'est le cœur et l'amour qui relient tout ça. Donc pour moi, c'est très important que cette connexion et ce chakra du cœur, il puisse être impacté là-dedans. Mais on pourrait très bien faire une autre bulle dans une autre situation avec un autre chakra. Si on a besoin d'avoir cette bulle de protection pour rester très ancré, parce que je ne sais pas, on est dans un milieu sur lequel on a besoin de ce côté terre à terre, on pourrait très bien faire appel encore plus à notre chakra racine pour ramener ce côté terre à terre ancré dans notre bulle de protection. Connaître ces chakras, c'est aussi ça peut être très intéressant là-dessus parce que à chaque chakra, il y a des correspondances, qu'elles soient physiques, émotionnelles, énergétiques. Et quand on les connaît, eh ben, on peut jouer avec l'un et l'autre en fonction des situations. Donc, quand tu engages des personnes à construire leur bulle de protection, ok, il y a l'intention du cœur, mais est-ce que
Ils vont y mettre une couleur particulière, une forme particulière. Est-ce que tu peux décrire ou préciser? Alors, pour moi, la bulle de protection, elle fonctionne à partir du moment où on visualise quelque chose dans lequel on se sent vraiment protégé. Et ça, c'est propre à chacun. Quand je les guide, en général, on fait la bulle de protection la première fois avec une méditation ou on pourrait appeler ça aussi de l'hypnose ou enfin voilà, une petite histoire dans laquelle je vais les emmener à trouver en eux ou autour d'eux le symbole de quelque chose qui les protège vraiment. Et ça, en règle générale, c'est vraiment unique à chaque personne en fonction de son parcours. Il y a des gens qui vont se sentir protégés au cœur d'un édredon. Il y a des gens qui vont se sentir protégés en ayant la sensation de vivre dans une bulle de coton. Il y a des gens qui vont se sentir protégés au milieu d'une forêt, au creux d'un arbre. Et je les invite à vraiment se, se baigner de cette image-là pour créer leur bulle en fonction de ça. C'est-à-dire que ben, si la personne, elle se sent bien au milieu d'une forêt et que c'est là où elle se sent protégée, ben, on va peut-être créer la bulle avec, par exemple, un tapis de feuilles tout autour ou des racines qui peuvent s'entremêler, qui vont finalement faire le tour de la personne. Ou si des personnes se sentent bien, je sais pas, au milieu d'un champ de fleurs, ben, peut-être qu'il va y avoir une couleur sur ce champ de fleurs qui va être important. Et donc, elles vont installer leur bulle comme ça. Pour moi, vraiment, ce qui fonctionne, c'est si on y croit et si on se sent protégé. Il y a des gens pour qui on va leur parler d'une bulle de lumière à mettre autour d'eux, ça va pas du tout leur parler. Pour eux, ça va pas du tout être concret. Alors que si je leur demande, bah voilà, c'est quoi l'endroit le plus protecteur pour vous? Oh, bah, c'est au fond de ma couette dans mon lit. Et ben, on va faire une bulle de protection avec une couette. Et c'est comme ça que ça va marcher parce que c'est là où ils vont se sentir bien. Et ça veut dire qu'en fait, tu leur demandes d'imaginer cette couette qui les entoure? Ouais, tout à fait. Moi, j'aime bien, souvent, traditionnellement, on met la bulle de protection en partant du haut et on imagine se la faire couler jusqu'aux pieds. Moi, j'aime bien prendre à l'inverse, c'est-à-dire que c'est comme si on enfilait un bleu de travail. On va venir le chercher par le bas parce que je trouve que l'énergie de la Terre, elle va être plus puissante pour moi pour pouvoir soutenir cette image-là. Et on va l'enfiler comme une combinaison qu'on va venir attacher en haut. Et D'accord. la magie de cette bulle de protection, c'est que souvent on la voit comme un œuf hermétique, mais parfois dans la vie, on n'a pas besoin d'avoir une protection hermétique. On a juste besoin d'avoir un petit peu de distance ou d'avoir une protection, je sais pas moi, que pour les mains. Je prends un chef d'entreprise qui le matin va dire bonjour à tout le monde en serrant la main. On n'a peut-être pas envie de prendre toutes les émotions ou les petites choses des gens le matin. Bah, peut-être qu'on va mettre une bulle qui va juste entourer les mains. Et comme ça, on peut vraiment moduler sa bulle en fonction de ses besoins. Mais ça veut dire que finalement, il faut avoir conscience de ce qu'on fait à chaque instant. Non, pas forcément. Il y a des instants qui sont plus changeants que d'autres dans nos vies. Si bah, dans notre quotidien, on est bien dans notre maison, avec notre famille, notre entourage, on n'a pas besoin de bulle, on n'en met pas. Si par contre, Mhm. on sent que aller prendre le métro et aller, je sais pas, chercher un colis, c'est compliqué parce qu'il va y avoir du monde, parce qu'on se sent bousculé, bah là, on peut peut-être la mettre avant de partir. Et puis, on l'enlèvera en venant. D'accord. Mais quand on est fatigué, est-ce qu'on a la présence d'esprit de pouvoir se construire cette bulle de protection? Alors parfois non, et c'est bien là le souci. Parce que quand des personnes arrivent dans une fatigue extrême, au niveau énergétique, ce qui s'est passé, c'est que souvent la bulle n'est plus là ou n'a plus été faite. Or, c'est souvent elle qui normalement éponge un peu les choses difficiles de l'environnement. Et quand il n'y a plus de bulle, ben, c'est l'aura qui va prendre. Et puis quand il n'y a plus l'aura, ben, c'est le corps qui va prendre. Et du coup, les personnes qui viennent dans une fatigue extrême, elles n'ont plus du tout la capacité de pouvoir créer une bulle. D'où l'importance de deux choses, apprendre à créer la bulle sans sa propre énergie, pour justement ne pas avoir besoin de cette ressource-là énergétique, pour pouvoir la construire, et puis essayer de faire en sorte de ne pas arriver aux dernières limites pour demander de l'aide, parce que c'est beaucoup plus compliqué après de remonter.
Mais enfin, si je reprends l'exemple de la couette, donc la personne va s'entourer de cette couette mentalement, enfin en vision, mais comment elle va attirer l'énergie? Elle viendra d'où cette énergie qui viendra alimenter cette bulle de protection avec cette couette qui est autour? En fait, en général, moi, je la fais capter de l'énergie terrestre et de l'énergie du ciel par notre chakra racine et notre chakra couronne. Les deux viennent se réunir à l'intérieur et c'est cette puissance pour laquelle on va émaner pour construire notre énergie, notre bulle de protection. Audrey, le titre que tu as donné à cette conférence, si mes souvenirs sont bons, c'est comment les énergies subtiles font vibrer notre vie au rythme de notre cœur. Je suis très intriguée par ce que tu appelles le rythme du cœur. Alors, depuis 20 ans que j'expérimente et que je suis sur mon chemin énergétique et que j'ai rencontré des milliers de personnes, ce que je me suis rendu compte, c'est que on avance sur notre chemin de vie, sur notre chemin spirituel avec un rythme qui nous est propre. Et pour moi, c'est extrêmement important de savoir se connecter à ce rythme-là. C'est-à-dire que notre chemin, il n'est pas linéaire. Des fois, on avance très vite. Des fois, on a besoin de reculer. Des fois, on a besoin de s'arrêter. Et c'est intéressant de pouvoir aller comprendre cette temporalité, ce tempo à l'intérieur de nous pour comprendre ce dont on a besoin et comment on peut vibrer de cette énergie-là autour de nous et à l'intérieur de nous. Souvent, lorsqu'on développe, lorsque j'accompagne moi des personnes sur leur développement spirituel, leur développement énergétique, euh, on se rend compte que il y a des personnes qui vont être très pressées d'aller vite parce que c'est nouveau, parce que c'est passionnant, parce que c'est très intéressant. Et puis finalement, ce rythme mental n'est pas du tout le même que ce dont leur corps a besoin ou leurs émotions ont besoin. Et essayer de redécouvrir cette temporalité, notre rythme à l'intérieur de nous, c'est nous mettre finalement au diapason de ce dont on a besoin et de ce que notre vie a besoin. C'est ce qui s'est passé. Je reprends par exemple le Covid et le premier confinement que l'on a vécu, où la vie de plein de gens s'est arrêtée d'un coup sur ce train-train finalement quotidien que l'on peut avoir l'habitude. Et tout le monde n'a pas réagi de la même manière à ça. Il y a des personnes pour qui ça a été enfin salvateur parce ils ont pu expérimenter leur propre rythme, cette lenteur à l'intérieur de chez eux, à l'intérieur d'eux. Et puis il y a des personnes pour qui ça a été destructeur parce qu'ils se sont rendus compte finalement qu'ils étaient embrigadés au quotidien dans un rythme qui ne leur convenait pas et qu'il était temps peut-être de repenser à tout ça. Et pour moi, quand je fais notamment des séances énergétiques avec, par exemple, le son, j'aime bien varier au fur et à mesure de la séance le rythme du son pour voir après avec la personne comment ce rythme a résonné à l'intérieur d'elle pour savoir dans quelle temporalité elle est actuellement. Donc, c'est passionnant. C'est-à-dire que en fait, dans cette séance-là, tu vas jouer des instruments ou solliciter des instruments selon certains rythmes. Et donc, tu vas faire réagir ton client ou ta cliente par rapport à ce rythme-là. Est-ce que tu peux nous raconter une situation, une anecdote d'une prise de conscience de la part de l'une de tes clientes, par exemple? Alors, même plein, parce que ça arrive Ok. souvent. Souvent, je pense aux séances, par exemple, qui arrivent vers 17h, 17h30, où les gens ont eu leur journée de travail, où ils ont peut-être eu les bouchons pour arriver, ils ont peut-être été pressés parce qu'il fallait récupérer les enfants à l'école, et ils arrivent et on le sent même quand ils poussent la porte, c'est-à-dire que le rythme est très rapide, la respiration est très rapide et la vibration est très, très rapide. On prend le temps de discuter, d'apprendre à connaître. Et puis, la première chose que je réalise, moi, en général, quand je sens vraiment un décalage, j'ai la chance d'avoir un immense bol tibétain dans lequel les gens peuvent se mettre entièrement dedans. Et du coup, je les mets dedans et je joue très lentement.
très doucement, jusqu'à ce que je sente la personne se recaler finalement au rythme du bol, et réemplir leurs vibrations et apaiser leurs pensées et apaiser même leurs mouvements pour pouvoir revenir dans une lenteur et dans un accueil de ce qui se passe autour. Parce que quand on est en plein feu, on va dire, au niveau de notre rythme, mais on ne peut pas s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne peut pas s'intéresser au message de notre cœur. Alors que quand on revient à quelque chose de beaucoup plus euh, lent pour nos besoins, eh ben, on va pouvoir entendre ce qui se passe autour et plus l'agitation qui part dans tous les sens. Et ça arrive très souvent. Donc en fait, pardon, tu as peut-être pas fini. Oui, et non, mais du coup, une fois que ça s'est bien posé et qu'après je réalise la séance, eh ben, en fonction de la réaction du corps de la personne, je vais jouer un petit peu plus rapide ou un petit peu plus lentement pour me caler aussi. Je suis très dans l'observation pour arriver à me caler au rythme naturel finalement de la personne et à ce dont elle aurait besoin. Waouh. Donc il y a trois mots qui ressortent dans ce que j'entends, c'est le cœur, bien évidemment, le rythme et la respiration. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? À la respiration, la base de notre vie, n'est-ce pas? Euh, on est, on est dans un univers, dans un monde qui oublions de respirer. Et je trouve que les 2 années que l'on vient de passer avec une maladie qui touche le système respiratoire, avec le port du masque au quotidien, n'a vraiment pas arrangé les choses. La respiration, c'est par là où on va faire rentrer l'air, mais on va faire rentrer aussi de l'énergie, des nouvelles choses. Et puis c'est par là où on expulse aussi ce dont notre corps n'a plus besoin. Se connecter à notre respiration et à notre tempo, ben c'est permettre à cette vie de circuler à l'intérieur de nous aussi. La respiration, elle est magique et essentielle quand on apprend à bien la faire. Et ça serait une chose qu'il faudrait qu'on enseigne à nos enfants dès le départ et je pense que ça pourrait beaucoup aider. Et est-ce que tu enseignes la respiration durant tes séances? Alors, je l'enseigne indirectement. Il y a certains débuts de séance, ça dépend du type de séance que je fais, où je vais demander, suivant 3 grandes respirations, à la personne d'inspirer en se remplissant de plein de belles choses et d'expirer en relâchant vraiment tout ce qu'elle veut sortir de là. Ce qui permet à la personne déjà de caler un petit peu plus et puis de reprendre conscience de cette respiration. Et la deuxième chose que je fais beaucoup et qui, je trouve, a des très bons résultats, c'est de moi-même m'autoriser à respirer pendant cette séance, quand je donne la séance. Parce que on ne s'autorise pas assez à respirer finalement au quotidien. C'est même presque mal vu, je dirais, d'être par exemple dans un lieu public avec d'autres personnes et de faire un... Tout de suite, on va croire que on est blasé, que on s'embête, que alors qu'on a juste besoin d'évacuer. Et pendant la séance, si j'ai ce besoin-là, je vais le faire naturellement, en profondeur, vraiment posé en faisant. Et je me rends compte en fait que les personnes, en voyant que moi-même je m'autorise, eh ben, elles vont le faire aussi. Et elles vont s'autoriser à respirer pleinement. Et ça fonctionne très très bien. Je trouve que cette notion de respiration, effectivement, elle a énormément de sens. Est-ce que cela serait possible que tu nous fasses un tout petit exercice extrêmement, fasses faire un tout petit exercice extrêmement succinct de l'ordre de 30 secondes pour nous désigner finalement, nous montrer la différence entre la manière dont on respire là maintenant tout de suite et la manière dont on va respirer après ton petit exercice. Oui, alors ce qu'on peut faire, déjà, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de poser une main sur la poitrine et puis une autre main sur le ventre. Et puis de respirer là juste pendant quelques secondes normalement, comme vous l'avez fait jusque-là. Et sentez quelle main bouge. Commencez la vie en dessous. Et puis là, je vais vous inviter à faire autrement.
Vous allez essayer de faire passer vraiment l'air à l'intérieur de votre nez et puis de commencer par soulever votre main en bas du ventre et puis celle du cœur. Et puis quand on expire, on va relâcher d'abord celle du cœur et finir par le ventre. Et on va expirer complètement pour essayer de faire comme si on rentrait notre main dans le ventre. Et puis à nouveau, et cette fois-ci, on va le faire avec le pouvoir de l'intention, comme je vous en parlais tout à l'heure. Sur l'inspiration, vous allez vraiment vous remplir d'une belle énergie, de tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous anime dans votre vie, pour vous remplir pleinement. Et sur l'expiration, vous allez relâcher loin, loin, loin ce que vous voulez voir partir, ce qui vous fait souffrir, comme si vous vouliez que ça sorte de vous. J'inspire en me remplissant de plein de belles choses. Et j'expire en relâchant tout. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire dès que dans votre journée, vous sentez que vous n'arrivez pas à vous poser, vous avez le souffle court, que vous avez ce besoin, vous vous sentez envahi, vous avez ce besoin de liberté. Posez-vous simplement ces deux mains et puis j'inspire de tout ce qui me nourrit et j'expire, oh là là, tout ce que je veux voir loin de moi. C'est magnifique, je l'ai fait, ça marche. Je me sens différent en termes de tonalité que j'emploie pour te poser des questions. Et puis, effectivement, finalement, c'est un exercice assez simple, mais que j'espère pratiquer plus souvent. En tout cas, mille merci pour ce joli cadeau que tu nous fais. Avec grand plaisir. Le temps tourne, le temps passe dans cette interview, mais je ne sais pas si le public sent la différence entre le début et puis ce très beau moment de partage de respiration. Est-ce que tu aurais une explication sur ce rythme qui s'est un peu transformé et puis la manière dont on est arrivé à cet instant-là? Je pense que finalement, on a suivi la thématique du départ qui est celle de la voix du cœur et que je trouve que on a dégrossi finalement pour arriver petit à petit. En fait, on est parti de l'environnement autour et puis au fur et à mesure de la conversation, on est revenu à notre cœur pour finir par ce super exercice de partage qui est la respiration et le rythme à l'intérieur de nous. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, en revenant à notre être essentiel finalement, on arrive à ce moment-là et à cette douceur et légèreté de cette d'interview. C'est clair que nous vivons une époque particulière et certaines personnes ont souvent besoin de ressources. Est-ce que tu pourrais donner des conseils de manière générique, mais qui puissent servir un peu à tout le monde? Les conseils souvent que j'apporte, c'est vraiment de s'écouter et de d'accepter, d'accueillir leur unicité. C'est-à-dire on est dans une période où le développement personnel, les médecines qu'on dit douces, des choses comme ça, elles ont un peu le vent en poupe. Et puis, il y a plein de conseils qui sont donnés. Il faut faire du yoga, il faut faire de la méditation, il faut aller marcher tant de temps en forêt, il faut... Finalement, pour moi, après avoir accompagné pendant plus de 10 ans des personnes et puis avoir moi-même fait mon cheminement, euh, ce que je- ce qui marche pour moi, c'est quand on fait quelque chose qui nous nourrit pleinement euh, et qui nous est propre en fait. On peut très bien se nourrir de cuisiner pendant 3 heures de la pâtisserie parce qu'on adore ça. On peut se nourrir d'aller boire un coup avec des copains parce qu'on est super bien. On peut se nourrir de lire un livre posé dans son canapé ou d'aller jardiner pendant 2 heures. Pour moi, ce qui est important pour que vous puissiez vraiment vous développer bien et finalement sereinement, c'est de faire les choses que vous aimez et qui vous parlent. Et alors oui, ça peut être le yoga, ça peut être le qigong, ça peut aller se faire un massage tous les mois.
peut avoir plein de choses, mais c'est des choses aussi moins traditionnelles à partir du moment où ça vous fait du bien et ça vient remplir finalement votre réservoir émotionnel. Donc, si je commence un peu à résumer, l'important, c'est la respiration, c'est la connexion à la fois au cœur et respirer avec son ventre, mais aussi se faire du bien. Bah oui, on est, je pense qu'on s'est incarné pour essayer quand même de vivre une belle vie et que ça serait dommage de voir la vie comme un fardeau à traîner. On a La vie, elle n'est pas facile pour plein de gens. On a forcément des épreuves de vie qui ne sont pas évidentes à passer, pour lesquelles parfois on a besoin d'aide ou d'être accompagné. Mais le reste du temps, ben, la vie doit être un plaisir. Et je dis souvent que notre vie, notre bonheur, faut le voir comme un vase énergétique. Toutes les choses que l'on doit faire, il faut, je dois, ça vient prendre un peu dans ce vase. Et toutes les choses par lesquelles on part de j'ai envie, bah, ça vient remplir ce vase. Et notre but, bah, c'est qu'on ait plus de j'ai envie que de je dois. Alors, il y a des moments de vie où il s'équilibre, ces deux pans-là ne s'équilibrent pas forcément, mais c'est important pour moi que de temps en temps, eh ben, il y ait plus de j'ai envie que de je dois pour que derrière, eh ben, ce vase, il soit plein de belles lumières et bien rempli. Quand je suis heureux, j'ai coutume de dire bravo, Eh ben, bravo à ce que tu viens de dire. C'est tellement juste entre ce j'ai envie et je dois. Mille merci de cette confidence. C'est magnifique cette illustration que tu viens de nous donner entre le je dois et j'ai envie, mais est-ce que tu pourrais préciser un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, je me rends compte en fait en échangeant avec des personnes, que ça soit dans le cadre d'un accompagnement ou même dans le cadre personnel, que finalement on est dans une société un petit peu où le je dois est permanent et avec souvent des obligations cachées. Et quand je débute un chemin comme ça avec certaines personnes, je leur conseille, et c'est vraiment un exercice que je peux vous conseiller aussi de faire chez vous, c'est de regarder sur une semaine, sans jugement, vraiment avec juste de la constatation, dans votre journée, combien de fois vous avez fait des choses par obligation et combien de fois vous avez fait des choses par envie. Et d'observer à la fin de la semaine, finalement, le quota des choses du je dois et des choses du j'ai envie. Et vraiment vous questionnant pardon, sur les obligations cachées. Parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais on a des je dois qui ponctuent un peu toute la journée. Genre, je dois appeler ma mère. Je dois parce que je m'y suis engagée ou je dois parce que finalement j'ai envie, ça me fait plaisir, on va échanger. Et c'est très intéressant d'observer vraiment la balance à la fin de la semaine et puis après, dans un second temps, d'essayer de la rectifier. C'est-à-dire que si vous avez passé le dimanche matin à remplir votre fiche d'imposition pendant 2 heures, bah, peut-être que le reste de la journée, vous n'allez pas faire le ménage, le repassage, la vaisselle. Peut-être qu'à l'inverse, vous allez vous promener tout l'après-midi en forêt parce que ça vous fait envie. Et là, on rectifie la balance. Merci beaucoup. Et alors, dans tout ça, les énergies subtiles, Pour moi, les énergies subtiles, c'est finalement tout ce dont on a parlé, notre connexion à notre environnement, notre connexion à notre cœur, n- cette respiration aussi qui nous compose, nous traverse, et puis tout ce qui nous nourrit. Les énergies subtiles, elles sont là pour faire finalement notre vie, pour composer nos émotions, notre vécu. Et en prendre conscience, c'est aussi se reconnecter pour moi à notre vie. l'interview touche à sa fin, Audrey. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à ajouter pour conclure cette délicieuse interview? Hmm. Merci. Euh, Merci déjà de ce partage, parce que pour moi, il est important. Ces énergies-là, elles n'ont de sens finalement que si on se relie aux autres. Ça prend vraiment tout son sens pour moi. Et si je devais donner un petit dernier mot de la fin, et je dirais un petit conseil, c'est juste d'écouter votre cœur et de prendre ce temps finalement. Parfois, ce temps de pause dans la journée, au quotidien, dans votre semaine, pour juste dire,
de quoi mon cœur a besoin, comment je le sens, à quel rythme il vibre et comment je continue à avancer. Merci, merci, merci beaucoup.